Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo conclusive de ce cours en ligne sur la méthodologie ISMA 360. Donc nous allons récapituler tout ce qui a été vu dans les vidéos précédentes et puis nous verrons en quoi cette méthode ouvre sur des perspectives d'application et de cas d'usage assez particuliers. Alors pour commencer, en fait, il faut retenir que donc la grande idée d'ISMA 360, c'est que l'action sera toujours décidée à partir du réel. Donc c'est le réel d'une situation à travers notamment la connaissance qu'elle nous apporte, une connaissance certaine qu'on va en déduire des possibilités et des actions à mener à partir de ces situations-là. Donc c'est une méthode qui est basée sur la logique effectuelle. Alors nous avons vu une première phase, sachant que la méthode comprend 3 phases. La première phase est dédiée à la caractérisation de l'innovation. Et le résultat qui est obtenu à travers cette caractérisation, c'est un pitch clair de l'idée de départ, l'idée de départ, hein, donc l'invention, l'intuition avec laquelle on rentre dans la méthode, pour qu'elle soit mieux compréhensible pour soi et pour les autres. Donc là, en l'occurrence, il y a 2 étapes dans cette phase. La première étant de caractériser l'invention et la deuxième étant de caractériser le contexte d'adoption et son périmètre. Donc ces 2 étapes nous conduisent effectivement à clarifier l'objet même sur lequel on travaille, avec un travail important sur la sémantique, sémantique qui est au cœur de la méthode de ISMA 360. Alors la deuxième grande phase, ça va être la phase de désirabilité de l'invention. On l'a vu qu'on l'a abordée en 2 parties. Cette phase-là, elle va nous permettre de répondre à la question quelles sont les personnes qui ont vraiment un réel besoin de la nouveauté, car ils n'ont pas de solution satisfaisante à ce jour. Et donc elle va se décomposer en 2 parties, cette question. D'abord, on va regarder quelles sont les personnes qui ont vraiment un réel besoin de la nouveauté. Et pour ça, on va lister les besoins auxquels répond l'invention. On va lister les requérants et ensuite on va coupler les besoins et les requérants et regarder à quel besoin, à quel couple ça répond. Et la deuxième phase de la désirabilité, c'est de vérifier qu'il n'y a pas déjà des solutions existantes qui répondent à ces besoins. Et pour ça, on va énoncer les solutions existantes, on va évaluer la satisfaction des solutions et on va mesurer cette désirabilité pour compléter la question de savoir ces personnes ont un réel besoin de la nouveauté, mais n'ont pas de solution satisfaisante à ce jour. Alors la méthode se poursuit avec une phase 3 qui conclut l'intégralité du parcours avec la question relative à la légitimité de l'invention. Alors la désirabilité, la valeur d'usage, on pourrait dire, de cette invention ne suffit pas. Et on va intégrer dans notre analyse des aspects relatifs à des comportements, des dimensions sociales des individus, qui vont nous permettre en fait d'obtenir un résultat et de répondre à la question est-ce que les personnes pour qui l'invention ou l'idée est désirable seraient prêtes à travailler avec moi durablement en fonction de qui ils sont et de qui je suis? Voilà, donc là on va encore une fois intégrer des dimensions relatives au pouvoir, à la croyance, et à des comportements, voire des biais cognitifs qui sont de nature, quelquefois, à empêcher l'adoption de l'invention par les acteurs. Alors tout ça, ça nous sert à quoi? Ça nous sert effectivement à définir l'accessibilité du marché pour l'invention, c'est-à-dire le résultat de la désirabilité couplée à la légitimité de l'adoption. Et donc, le résultat qu'on va avoir, le résultat global de la méthode, ça va être de pouvoir répondre à la question quelles sont les personnes pour lesquelles on est susceptible de recevoir un engagement formel, puisque elles ont ce besoin, elles n'ont pas de solution satisfaisante à ce jour, et on a passé le fil de légitimité. Donc le résultat global, c'est l'accessibilité du marché pour l'invention. Voilà, donc on peut dire que cette méthode nous a permis de remplir notre frigo avec de l'information certaine, donc basée sur le plus près du réel, et on a mis en perspective cette information dont on disposait pour voir les possibilités qui se dégagent de cette connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a appris en remplissant notre frigo et donc ce dont je suis sûr, donc c'est effectivement la possibilité de passer à l'étape suivante, Quentin,
qui consiste en fait à dire que nous travaillons sur une méthode effectuale. Donc la méthode effectuale, c'est une méthode qui est basée sur un principe moyen-effet, et elle nous a permis d'éviter un certain nombre de problèmes. Alors, le premier problème, en l'occurrence, c'est l'incapacité à faire comprendre à l'autre l'innovation sur laquelle on travaille. Donc ça, c'est effectivement l'objet de la première phase. On sait que les porteurs de projets, les start-upers, qui sont souvent avec des inventions et des projets d'innovation disruptifs, combien il est difficile à faire comprendre à quelqu'un une réalité qui n'existe pas encore. Et donc ce travail sémantique de recherche, d'ajustement au plus près de la valeur créée, de la différenciation créée par l'invention, est au cœur de ce problème que rencontrent les innovateurs. Le deuxième biais qu'on a permis d'éviter grâce à l'utilisation de la méthode, c'est effectivement la mauvaise adéquation du besoin et du requérant. On avait envisagé dès la première vidéo la question du pivot, hein, et de montrer que le pivot était une réalité extrêmement fréquente des start-upers. Et donc là, en l'occurrence, même si on n'est pas start-upper et qu'on est dans une entreprise existante et qu'on veut innover, la question du client n'a aucun caractère d'évidence, puisque très souvent, il faut revenir en arrière et passer à une autre perspective d'un autre segment et recommencer une analyse, et donc une perte de temps, une perte d'énergie qui est souvent très coûteuse et qui peut même menacer la vie du projet. Le dernier problème qu'on a essayé d'éviter aussi à travers la méthode, c'est un défaut de légitimité. Sous-entendu, on a une invention qui a une vraie valeur d'usage, elle est confirmée par un test de désirabilité, mais il est possible que ni les personnes auxquelles je m'adresse, ni ma personne en tant que porteur ne sont les bonnes personnes pour pouvoir permettre l'adoption. Donc ça, c'est tous les aspects relatifs à l'adoption sociale, sociétale des inventions, et donc tous les critères relatifs au pouvoir, aux croyances et aux biais cognitifs. Alors, on va maintenant passer un petit peu au cas d'application de la méthode. On va reprendre trois cas d'application principaux. D'abord, la nouveauté technologique ou l'invention, qui est un petit peu le cas, le cas d'école. Si on a par exemple un brevet ou un nouveau produit dont le marché n'existe pas forcément encore. En deuxième, on va avoir l'intuition d'un nouveau modèle économique, euh, et par exemple un modèle lié à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, un modèle basé sur la performance d'usage. On va permettre ça va permettre avec la première étape de le caractériser, de valider sa désirabilité et sa légitimité. Et le troisième cas qu'on a vu, c'est un repositionnement marché, comme le cas de Casa Activa qui est passé d'un modèle B2C à B2C. Donc c'est-à-dire qu'on peut repasser à la première étape en recaractérisant, en redéfinissant les requérants qui sont pas du tout les mêmes dans un marché B2B et B2C. Et donc ça va nous permettre aussi de répondre à un certain nombre de questions et de savoir sur ce nouveau marché quels sont les requérants parmi lesquels on pourra obtenir un engagement effectivement formel. Et on va passer Alors, aux apports de la méthode. Alors, tout à l'heure, on a vu effectivement les biais que nous permettaient d'éviter la méthode, mais on peut aussi se concentrer sur les apports. Le premier apport, en fait, il est cette fameuse logique effectuelle systématisée, donc qui permet en fait une association très précise de moyens et d'effets, donc une volonté très analytique qui catégorise en quelque sorte l'environnement informationnel et qui a un mérite, c'est de rassurer en l'occurrence les personnes qui sont impliquées dans l'analyse. Hein, donc c'est une analyse logique et donc elle est extrêmement rationnelle, bien évidemment. Le deuxième avantage, c'est que cela apporte de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, ça permet de conforter dans le choix. Sous-entendu, c'est de se dire, bah oui, finalement, l'invention dont je dispose, elle s'adresse principalement à un couple produit-marché qui est ou plusieurs, hein, mais en tout cas une capacité de les identifier, tout en étant en capacité de pouvoir en éliminer d'autres, sous-entendu, de pouvoir non seulement justifier le choix qu'on a fait, mais d'écarter les choix
pour dire, à l'heure actuelle, pour une raison de légitimité, on ne peut malheureusement pas aller là. Peut-être plus tard, mais pour le moment, on s'abstient de pouvoir aller dans cet environnement-là, tout simplement parce que la perte n'est pas acceptable. Et donc, il faut reconnaître que c'est une manière de réfléchir à plusieurs en créant une carte cognitive partagée des possibilités qui sont là et qui s'offrent à chacun, qui s'offrent en fait à l'équipe projet. Et on va avoir une sémantique qui va permettre d'éviter, on va dire, les problématiques relatives à l'implicite pour transformer toute information implicite en explicite et donc éviter tout biais cognitif et toute mauvaise analyse où je croyais avoir compris que tu avais compris ce que je voulais dire par rapport à l'invention, par rapport à la désirabilité. En fait, vous voyez qu'on brasse énormément d'informations et que la capacité de ranger cette information au bon endroit permet effectivement une réflexion à plusieurs et de construire une carte cognitive, on pourrait dire, commune de la possibilité qui est offerte à travers la nouveauté. Ça demande en fait une rigueur d'application. C'est-à-dire que les séances de travail sur la sémantique sont exigeantes, elles sont fatigantes d'une certaine manière. Donc cela demande une discipline pour respecter le cadre que propose la méthode, y compris une progression pas à pas. Et il faut surtout pas vouloir forcer un résultat. C'est-à-dire que le résultat est apporté par la méthode et c'est pas moi qui dois prédéfinir l'endroit où je dois aller. C'est la méthode qui me décrit l'endroit où je peux aller. Et donc il faut se laisser porter par la méthode et il y a toute une discipline qui est véritablement à prendre en compte, y compris dans la manière d'organiser des séances de travail, pour que en fait elles prennent en compte notamment la fatigabilité de cette logique qui est extrêmement sollicitée pour les personnes qui sont sujettes et parties prenantes de l'analyse. Alors maintenant, on va passer au cas d'application concret et on va prendre notamment un exemple qui a été réalisé chez Kiloutou. Euh, donc la problématique qu'on avait soulevée, c'était comment trouver des nouvelles offres de services pour développer un modèle économique innovant et valider donc sa viabilité. Donc là, je vais vous présenter que les résultats des étapes, hein. On va pas effectivement refaire toute la méthode. Mais donc la première étape de caractérisation nous a amené à un contexte d'adoption qui nous disait que l'offre de Kiloutou contribuait à la sérénité des professionnels grâce à la garantie des moyens nécessaires à la production à coût prédéfini. En termes de désirabilité, on a validé un certain nombre de besoins requérants en lien avec ce contexte d'adoption. Et ça nous a notamment amené à détecter un besoin autour de l'accès libre-service avec une facturation forfaitaire pour une catégorie spécifique de requérants qui étaient les artisans. Donc ça a été le résultat de la désirabilité. Et le résultat de la légitimité, il a été passé avec succès, c'est-à-dire qu'on a validé que sur ces requérants, donc sur les artisans, il n'y avait pas de problématique de légitimité et donc le marché était effectivement accessible. Donc un exemple concret sur plutôt une intuition de modèle économique, puisque le métier de base de Kiloutou, c'est l'allocation de matériel. Et là, on voit qu'on va plus loin, puisqu'on va jusqu'à effectivement contribuer à la sérénité des professionnels, on va leur garantir des moyens nécessaires à la production et à coût prédéfini. Donc, un contexte d'adoption qui est plus large que le contexte d'adoption de départ. Alors, les utilisateurs de la méthode ISMA 360, en fait, c'est tout d'abord effectivement les entreprises. Alors, comme vous l'avez vu à travers le cas Kiloutou, ça peut être des entreprises existantes et ça peut être évidemment des entreprises qui se créent. Donc là, en l'occurrence, nous avons différents témoignages d'entreprises qui vont de la petite entreprise à la plus grande, qui ont pu bénéficier de l'apport de cette méthodologie.
On pourrait dire que si vous voulez, le témoignage des entrepreneurs, notamment je citerai le témoignage du patron de Simage qui a été racheté par Dassault Systèmes, en disant que quelque part, pouvoir générer, comment dire, pouvoir pénétrer un marché comme ça a été le cas pour cette entreprise, en si peu de temps, l'entrepreneur considère que c'est la méthode qui lui a permis de tracer sa route. Et il dit que s'il n'avait pas eu la méthode pour pouvoir repérer les, les erreurs à éviter et au contraire trouver un passage pour pouvoir se faufiler et accéder finalement à la diffusion de son invention, bon, c'est de l'ordre du témoignage. Alors est-ce que la méthode a tout fait? Probablement pas, mais en tout cas, les entrepreneurs témoignent volontiers de la capacité d'avoir su trouver ou d'être sorti d'une ornière ou d'avoir vu des possibilités qu'ils n'avaient même pas imaginées. Voilà. En ce qui concerne Casativa, on l'a vu effectivement dans les vidéos précédentes, donc c'est de considérer qu'en l'espace de quelques mois, l'entreprise est passée d'une situation donc d'une vente B2C qu'elle imaginait pouvoir faire perdurer sur enfin pouvoir à la manière dont le modèle fonctionnait en Italie pour pouvoir continuer sur le même modèle en France. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle s'est aperçue qu'elle avait la possibilité de rejoindre un segment du B2B et de fait des coûts d'accès au marché qui étaient bien moindres et donc d'éviter une levée de fonds. Voilà, donc ça c'est des témoignages formels et c'est des changements de route qui ont été en fait qui se sont avérés être à des succès, hein, mais dont l'entrepreneur sait dire oui effectivement la méthode m'a permis de comprendre beaucoup mieux mon marché et de voir ce que je pouvais faire et surtout d'éviter de faire des erreurs en allant taper à la porte des mauvaises personnes. Voilà, donc en ce sens, on peut dire que ISMA 360 a mieux répondu que une méthodologie comme Lean Startup, puisque Lean Startup considère a priori comme une hypothèse le choix du client. Donc elle va plutôt travailler sur la perspective de définir une offre qui convient au client, mais elle ne se pose pas la question de dire quel est mon meilleur client, puisque par définition, le processus s'engage autour d'un client qui est prédéterminé. Voilà. Alors ça c'est donc pour les utilisateurs entrepreneurs. Il y a évidemment des entrepreneurs, il y a bien évidemment des utilisateurs d'une autre nature, notamment les incubateurs, qui se sont très vite emparés de la méthode. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle permettait d'avoir un outil de dialogue entre le porteur de projet et le chargé d'affaires. Donc c'est cette capacité de pouvoir ouvrir un dialogue en parlant de réalité explicite et non pas implicite concernant la stratégie des porteurs de projet, que cette méthode a été grandement appréciée, avec des succès, des fiertés aussi, hein, puisque cette méthode est utilisée actuellement à l'université de Cambridge, à St. John Innovation Center. Une vidéo est en ligne d'ailleurs sur Internet qui vous permet d'avoir le témoignage du manager, directeur de cet incubateur. Mais il y a aussi des cas d'application, nombreux cas d'application en France et aussi bien évidemment jusqu'en Chine, puisque finalement cette manière de penser n'est pas propre à la culture européenne, et bien évidemment il s'agit d'une logique qui est une logique universelle. Voilà. Alors les lieux d'enseignement de la méthode, donc effectivement, tout est parti de Schema, hein, puisque pour ma part, moi je suis le développeur et enseignant-chercheur à Schema. Très vite, d'autres universités ou écoles ont commencé à s'intéresser à la diffusion de la méthode. Donc on peut citer notamment des écoles d'ingénieurs hein, qui se sont emparées assez vite de cette pratique pour innover. Et on a pu voir aussi que en fait cette méthode n'est pas restée que franco-française puisque elle est actuellement enseignée à l'université de Shanghai et puis aussi en Belgique à l'université de Louvain. Voilà. Alors, si on pouvait reformuler un petit peu une conclusion, hein, on pourrait dire avec ISMA, on part toujours donc d'une intuition qui peut être une idée sous la douche, qui peut être issue d'une rencontre, une situation de vie, une invention, une intention. Cette situation en fait génère donc un foisonnement de possibilités qui, avec la méthode, sera organisée. Elle va permettre de discerner pour savoir en fait quelle est l'action qui est la plus accessible. Pour
Pour aller plus loin, évidemment, il y a deux livres que je vais vous présenter rapidement, mais il faut retenir une chose, c'est-à-dire que le parcours de l'innovateur est un parcours dans l'incertain. Et on a, grâce à ISMA 360, une méthode qui permet, si vous voulez, de sortir d'une situation chaotique où en fait on a de l'information, mais on ne sait pas relier cette information et mettre en perspective cette information, pour arriver en quelque sorte à une clarté et une organisation de la pensée qui va permettre d'arriver à des niveaux de on va dire de compréhension fine de mécanismes qui, on va dire, sans méthodologie, auraient été perçus extrêmement confusément, avec les risques évidemment de la confusion. Donc voilà, donc c'est une méthode véritablement pour apporter de la clarté, passer d'une situation de confusion à une situation de relier de l'information pertinente et donc d'action, parce que finalement c'est quand même bien ça qui est visé. Alors là, vous avez la possibilité de pouvoir aller au-delà, hein, bien évidemment, de ce cours en ligne avec ces 6 vidéos qu'on a voulu quand même assez nourries pour que vous puissiez vous emparer de la méthode. Donc là, je vous présente 2 livres. Le premier livre qui s'intitule ISMA 360 est le plus ancien. C'est un livre que j'ai publié en 2013, qui est pour les experts, c'est-à-dire qu'il vaudra mieux commencer par le tout dernier qui s'appelle Tous innovateurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il bénéficie en quelque sorte de 7 années de recherche supplémentaires qui ont permis notamment la précision des concepts, la précision des changements d'étapes. Et donc, il est en général assez conseillé de commencer par Tous innovateurs pour pouvoir ensuite accéder à un niveau d'expertise supplémentaire et là, effectivement, revenir dans le livre de 2013 pour retrouver des mécanismes encore plus précis et qui vont même au-delà d'ailleurs des mécanismes qui vous ont été présentés dans ce MOOC. Sous-entendu, par exemple, dans la version de 2013, vous trouverez une analyse de l'offre qui est issue de l'analyse de la désirabilité. Et donc, c'est une analyse qui vise en quelque sorte à partir des besoins et décortiquer les besoins pour en arriver à des fonctionnalités. Voilà, donc cette analyse n'a pas été proposée dans ce cours en ligne et ni dans le livre de 2018, Tous innovateurs, tout simplement parce que en fait c'est une analyse qui peut éventuellement être faite empiriquement, alors que toutes les étapes qui vous ont été présentées, on sait que si on les fait empiriquement, on est en risque. Le risque fondamental, c'est le fameux risque du pivot qu'on a décrit dès le début de ce cours en ligne. Voilà, donc c'est une invitation à aller plus loin. Alors, il y a effectivement le fait que cette méthode est une méthode effectuale, donc qui finalement oblige à abandonner l'affect pour passer à davantage d'objectivité, en tout cas d'intersubjectivité, puisque c'est une méthode qui s'utilise à plusieurs. Donc l'attention ne porte pas sur ce que j'ai envie de faire, même si c'est mon point de départ, hein, mais c'est bien le réel objectivé ou sur la base d'une connaissance qui va conduire mon action, c'est-à-dire je ne suis plus tourné vers moi, mais je suis tourné vers les réalités du terrain. Et donc cette capacité de cette méthode de me permettre d'écouter ce qui se joue dans la réalité. Voilà. Alors c'est une méthode qui est additive, elle n'exclut pas d'autres méthodologies, comme par exemple la possibilité de continuer avec une approche Lean Startup une fois qu'on a pu clairement identifier que le client était le bon, et notamment dans la perspective de co-créer une offre avec le prospect. Voilà, écoutez, on espère que cette méthode vous a plu et que vous aurez pu tirer bénéfice de toutes les 6 vidéos qui vous ont été proposées. Et puis donc n'hésitez pas à revenir vers nous, nous poser des questions si c'est le cas, et de reprendre contact. On aura plaisir à s'entretenir avec la communauté des utilisateurs d'ISMA 360 qui va grandissante d'année en année. Voilà. Donc en tout cas pour ma part, je vous remercie. Quentin? Eh bien, je vous remercie également et puis je vous dis à bientôt, hein. Vous pouvez poser vos questions directement sur la vidéo YouTube dans les commentaires, hein. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez un besoin d'accompagnement, vous pouvez également nous contacter. Et donc, l'idée, c'est vous pouvez nous donner un peu votre retour sur la méthode. Et puis, on sera ravis de pouvoir vous accompagner dans le futur. Un grand merci et à bientôt.
Merci à tous, au revoir.